Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes dimanche 10 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors voilà. Alors de retour pour une petite causerie ici via Facebook Live. Bientôt un 200e live en 2 ans et 4 mois. Alors, je suis là avec vous. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous allons commencer bientôt. Tout le temps, on se donne tout le temps 5 à 6 minutes avant d'entamer notre thème. Laissez le temps aux gens de se joindre à nous. Simplement me signifier à ce, à ce sujet si le son est bon, si l'image est bonne. Je suis directement du Studio 9 dans Villeray. Alors, de retour aujourd'hui d'une une promenade de 12 km, disons, entraînement, etc., discussion autour du thé avec un ami. Salutations à Guillaume. Voilà. Et bientôt, le thème de notre soirée sera présenté, décidé toujours à la dernière minute. Je sais qu'Hélène insistait. Bien sûr, elle veut savoir le thème avant de se présenter. Et j'ai annoncé le thème 1 heure à l'avance, je crois, ou 2 heures à l'avance, fait et interprétation. Donc, une petite réflexion, un petit laïus sur ce thème, fait et interprétation. Alors, c'est sûr qu'il fait, ce soir, il fait encore beau, c'est assez agité dans le quartier. D'habitude, privilégie les rencontres lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait un temps gris, mais ça faisait quand même peut-être longtemps qu'on ne s'était pas vu parce que jeudi, nous étions à Espace Ayurveda. 16 personnes étaient présentes, dont des nouveaux visages. Réflexion sur le thème du désir essentiel et bien sûr de l'autre thème aussi abordé, aimer sans s'oublier. Ce fut une super belle soirée avec des nouvelles personnes. Et on a une nouvelle rencontre, bien sûr, qui s'en vient dans presque, quoi, dans 11 jours. Espace Ayurveda, la pratique du bonheur. Faut-il rechercher le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Y a-t-il des caractéristiques inhérentes à un certain bonheur? On va vérifier ça ensemble. Je vais vous présenter ma vision aussi à ce sujet. Comment le préserver, comment le conquérir, comment le maintenir dans notre vie, etc. Donc, ça sera la rencontre du 21 juillet. Allez voir sur ma page mathieumartel.com pour vous inscrire ou dans la section événements. C'est 20 $ pour cette rencontre d'1 h 20. Ça commence à 19 h le 21 juillet. Vous pouvez soit payer à la porte ou vous inscrire via Eventbrite. Donc, on a mis 15 places disponibles. Il en reste à peu près 10 places. Il y a déjà 5 inscriptions pour la rencontre. Alors, au plaisir de vous voir en présence parce que c'est une autre expérience. On est déjà 9 en ce moment. Il y a des gens qui nous écoutent discrètement, d'autres qui nous saluent et d'autres qui vont nous écouter, bien sûr, en différé. Donc, salutations à tous et à toutes, où que vous soyez, en France, Afrique du Nord, au Québec, etc. Alors, salutations. Le thème ce soir, fait et interprétation. Salutations à Hélène, Doris, Cathy, Mylène, Linda et Daniel Allary. Mais non, Daniel, la rencontre sur le bonheur, c'est le 21 juillet à Montréal, métro Laurier, 19 h. Arrivé plus tôt, je vais être là dès 6 h 30 pour vous accueillir. Voilà. Bonsoir à Daniel qui commence ses vacances, je crois, qui est en vacances pour 3 semaines. Alors, le thème fait et interprétation. Certains pensent que nous vivons seulement dans un monde d'interprétation, que tout est point de vue, tout est vision du monde, tout est fondé sur une interprétation subjective d'expériences phénoménales. On a déjà eu aussi des sophistes qui, dans l'histoire, ont déclaré, même à ce sujet, Protagoras, l'homme est à la mesure de toutes choses, des choses qui existent et des choses qui ne sont pas. Si je ne m'abuse, des choses qui existent et celles qui n'existent pas. Formule assez paradoxale, mais cette proposition
que l'homme est la mesure de toute chose, que l'être humain est la mesure de toute chose, présuppose que c'est l'individu, l'être humain, le sujet, qui construit ou qui, comment dire, bâtit son savoir à partir de l'expérience. Certes, ce savoir-là peut déboucher sur des règles générales, sur des propositions scientifiques, démontrées, appuyées, ce que Platon pourrait appeler un savoir vrai démontré. Hein? Il y a la croyance, il y a le savoir vrai, et le savoir vrai justifié. C'était quand même une certaine position épistémologique pour construire le savoir. Mais dans la vie de tous les jours, hein, quelquefois nous ne savons peut-être pas faire toujours la part des choses entre, j'ai déjà fait un live là-dessus, entre les jugements de goût ou d'appréciation subjective, entre les jugements factuels, les jugements de valeur et les jugements normatifs. Donc, j'ai déjà parlé de ces types de jugements-là. Hein? Et ce soir, nous allons réfléchir à savoir tenter quand même une question à savoir qu'est-ce qu'un jugement de fait ou qu'est-ce qu'un énoncé factuel? Et qu'est-ce qui la distingue d'un énoncé évaluatif ou d'une proposition qu'on pourrait qualifier d'interprétation? Bref, notre thème de ce soir, qu'est-ce qui distingue les faits? C'est une grosse question. Qu'est-ce qui distingue les faits d'une interprétation? On va y aller avec des exemples concrets pour pouvoir commencer à réfléchir ensemble. Quelquefois, on tombe très facilement dans une interprétation, un jugement de valeur quant à certains phénomènes qui nous arrivent, sans prendre le temps de bien décrire ce qui nous arrive, ce que nous sommes en train de vivre au niveau d'une expérience dite phénoménale. On va donner quelques exemples là-dessus. Donc, je salue Eliane qui vient d'arriver, Daniel, Linda, merci d'être là, Mylène, Hélène, Cathy, Doris et compagnie, merci tout le monde d'être là. Vous pouvez me dire un petit bonjour ce soir, petite réflexion sur le thème fait et interprétation. D'autres, hein, bien sûr, ont fait la dichotomie, proposé une dichotomie comme fait-valeur. Donc, le monde des faits, c'est le monde d'une tentative d'élaboration de connaissances, hein? Et le monde des valeurs pourrait aussi s'appeler le monde de l'éthique, de l'évaluation. Donc, il y a comme une distinction que les traditions modernes font, bien sûr. Il y a une vision dite factuelle. Hein, par exemple, allons-y avec une observation. Il existe dans le monde des gens, qui pratiquent le vol. Hein? Voilà. Donc, le phénomène du vol, il y a plusieurs types de vols. Hein? Il y a plusieurs types de vols qui sont pratiqués, mais certains individus pratiquent le vol. Donc, veulent s'accaparer de possessions qui ne leur appartiennent pas. Mais là, on pourrait élaborer à savoir, qu'est-ce qui nous appartient? Est-ce que vraiment certaines choses nous appartiennent, d'autres pas? Mais mettons qu'on y va avec un premier exemple. Il existe des individus qui pratiquent le vol. Il s'agit d'un fait vérifié, observé dans plusieurs pays, dans plusieurs communautés, etc., chez plusieurs types d'individus. Donc, lorsqu'on s'interroge sur la notion de fait,
qu'est-ce que vous pourriez me dire à propos des faits? Donc, à quoi vous fait penser le terme fait? Qu'est-ce qu'un fait pour vous? On pourra commencer à s'interroger sur cette notion-là. Je vous ai donné un exemple. On pourrait tenter de définir c'est quoi le vol, tenter une définition de la pratique du vol, etc., comme exemple. Donc, il existe bien sûr des individus, ce sont des faits avérés, qui pratiquent le vol. Et là, on veut savoir, en général, pour vous, c'est quoi un fait? Qu'est-ce qu'un fait? Donc, à quoi vous fait penser ce thème? Donc, je vous laisse y aller avec quelques commentaires dans le clavardage. On va tenter ensemble de prendre certains exemples pour tenter de définir ensemble, de trouver des caractéristiques à un fait. Donc, on pourrait se donner des exemples. Puis, est-ce qu'on peut répéter certains faits ou est-ce que d'autres n'arrivent qu'une fois? Je pense ici à notre naissance. Mais certains diront, si nous observons, si on va dans le Tractatus le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, le monde est ce qui arrive, un état de fait. Hélène nous parle d'événements ou d'actions qui se produisent. Pensons à notre naissance. Nous n'étions pas là pour l'observer. Nous avons peut-être pris conscience à un certain moment donné que nous étions en vie, vivants, etc. Mais certains peuvent témoigner que, nous sommes nés à une date précise, à une heure précise, dans un pays précis, et que nous ne pouvons pas répéter, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, cette expérience de naître, mis à part ceux qui parlent d'une seconde naissance, peut-être dans le cadre d'un éveil spirituel. Ça pourrait être... Et là, on tombe dans l'interprétation. Donc, on commence avec un exemple assez intéressant, un fait unique, le lieu, la date et l'heure de notre naissance, corroboré, observé par d'autres individus que nous-mêmes. Et là, je pose la question, à savoir, qu'est-ce qu'un fait? Daniel parle de quelque chose qui c'est un événement, une action qui a été accomplie. Il y a des faits singuliers qu'on ne peut pas reproduire et il y en a d'autres qu'on peut reproduire. Admettons que nous coupions une pomme en plusieurs morceaux. Une seconde et une troisième. Là, on ne tombera pas dans une autre question philosophique, à savoir qu'est-ce qui fait la singularité d'une pomme? Est-ce qu'il existe une pomme en général ou, comment dire, toutes les pommes sont singulières, mais, ont les caractéristiques communes d'une pomme? Alors, qu'est-ce qu'un fait? On se pose la question. Linda dit que les faits sont indiscutables. Est-ce que c'est vrai? Donc, il faut peut-être s'entendre sur les caractéristiques d'un fait. On parle ici d'événements, d'actions qui se produisent. Voilà. On peut observer ou documenter certains faits. Pensons à la mort de Napoléon. Est-ce qu'on sait quand Napoléon est mort? De quel type? Il y avait plusieurs des débats au sujet de la mort de Napoléon. A-t-il été empoisonné? Est-ce qu'il est mort de problèmes de santé? On peut se poser les questions. On sait que Napoléon est mort à certains moments donnés, à une date précise, mais qu'est-ce qui l'a amené à la mort? C'est une autre question. Et là, on tombe peut-être dans le monde de l'interprétation. Aussi, à savoir qu'est-ce qui a vraiment tué Napoléon, a fait aussi, bien sûr, débat. Mais je crois que maintenant, la question est probablement close.
par certains spécialistes qui se sont penchés là-dessus. Donc, fait, chose, événement, action qui se produit. Si je fais bouillir de l'eau et que je sors mon thermomètre et j'observe que l'eau commence à bouillir à 100 degrés. Donc, j'observe avec un instrument de mesure. Hein? Quelquefois, lorsqu'on parle de fait, on peut faire référence à un instrument de mesure. On tente de mesurer certains phénomènes. Hein, si on coupe nos pommes, on peut se dire, bon, on peut demander à notre invité de couper les pommes en quartier ou les pommes en rondelles, etc. Donc, on le guide avec des informations, comment on veut que nos pommes soient coupées. Donc, quand on parle de faits, les faits sont basés sur certains critères. Les faits sont observables et quelquefois, souvent mesurables. Voilà. Et Hélène nous dit que pour incriminer quelqu'un d'accusé, bien sûr, il faut partir à la recherche d'évidences, de faits, de preuves pour faire une démonstration, pour tenter soit d'invalider les allégations ou de les prouver. Voilà. Donc, voilà. Bon, c'est notre petite réflexion au sujet des faits. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Je vous demande maintenant de me fournir des exemples de faits. Donc, j'en ai fourni quelques-unes. Est-ce que vous êtes capable de me fournir des exemples de faits très simples? Ça peut aussi vous concerner. Hein? Par exemple, lorsque vous parlez de votre taille, quelle est votre grandeur, votre poids, votre âge? Certes, certains vont dire, oui, mais il y a l'âge. Votre âge, mettons, historique, mais votre âge aussi biologique, hein? Qui est basé aussi peut-être sur une moyenne lorsqu'on observe vos caractéristiques physiologiques. On peut déclarer peut-être que vous avez les poumons en très grande santé et vous avez de jeunes poumons, etc. Mais on pourrait y aller même il y en a qui font certains types de moyennes pour dire que vous avez une âge biologique qui est peut-être plus jeune que votre âge historique. Voilà. Alors, maintenant, il va avec certains exemples. Donc, je vous invite à me donner certains exemples de faits. Par exemple, on peut se poser la question, le Canadien de Montréal, combien de Coupes Stanley a gagné le Canadien de Montréal? Et là, on va arriver avec un nombre de 24. Et on pourra calculer les années où le Canadien a gagné la Coupe. Un exemple de fait, l'eau bout à 100 degrés. Mais ça dépend bien sûr cette fois-ci de la pression atmosphérique. Hein? Plus on est en altitude, plus il est possible que l'eau bout, je crois, à un degré moindre. Mais un scientifique saurait mieux vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'on a comme... pas beaucoup de coupes. OK. Bon, pas beaucoup. Bon, merci Hélène. Mais revenons à nos exemples de faits. Je vous invite à me donner certains exemples. Le poids que vous pesez, la couleur de vos yeux, votre âge, etc. Admettons que vous faites un entraînement physique et vous tentez de lever une charge. Vous pratiquez la dynamophilie, puis vous tentez de lever plusieurs charges à trois épreuves différentes, le soulevé de terre, les flexions arrière et le développé couché. On va mesurer votre maximum. Certes, vous vous êtes entraîné avant pour participer au concours, mais on va aller vérifier combien êtes-vous capable de lever par vous-même. Voilà.
Donc, un livre contient, bon, je ne sais pas trop, on prend un certain livre, on sait qu'il contient 800 pages, mais là, on pourrait découper aussi à savoir, certes, le livre écrit par l'auteur contient 400 pages, la préface, l'introduction, un certain nombre de pages. Hein? En quelle année a été publié ce livre? De quelle couverture? Le livre que vous détenez dans vos mains, un de mes plus vieux livres, je ne collectionne pas les vieux livres, mais j'ai un vieux livre d'Husserl, une réflexion sur les méditations métaphysiques de Descartes, et je crois que j'ai une édition des années 30. Et j'ai un vieux livre de Louis Lavelle, Présence, qui date des années 50. Intéressant. Et là, on va trouver des moyens de s'assurer de la datation. On a le carbone 14 pour tenter de dater avec une certaine précision. Lorsque j'écoutais l'émission Oak Island, Curse of Oak Island, on trouve des artefacts et on tente de pratiquer la datation du carbone 14 pour avoir une certaine tentative de précision pour la datation de vieux bois, de bijoux, etc. Hein, donc, on tente, à travers les faits, d'être précis. On veut pratiquer une description exacte. On parle de mesures basées sur des observations. On se sert aussi d'instruments de mesure. Voilà. Certes, admettons que nous soyons tous devant un tableau vert, hein, un tableau dit vert, bon, il se peut que certains ne le voient pas vert. Mais ce seraient des gens, par exemple, avec certaines problématiques de vision. Ce seraient des exceptions. Voilà. Donc, lorsqu'il nous arrive, revenons à notre vie quotidienne. Ma position est la suivante ce soir. Souvent, nous ne prenons pas le temps d'élaborer les faits, de revenir aux faits, aux expériences phénoménales, de tenter de décrire ce qui nous arrive. Erich Fromm nous dit que prendre le temps de pratiquer l'objectivité, de décrire avec le plus d'exactitude possible ce qui nous arrive, bon, Hélène, il va d'une petite blague, je vais revenir là-dessus bientôt, mais prendre le temps de décrire ce qui nous arrive peut nous aider à quitter la sphère de la subjectivité. Comment dire? Bon, là, on a des invitations de gens déplaisants, voilà. Alors, voilà. Alors, je reviens à mon point, désolé, j'ai été déconcentré. Erich Fromm dit que pratiquer l'objectivité, savoir observer, décrire avec le plus d'exactitude possible, ça nous aide à sortir des fois du trop plein de subjectivité dans lequel nous nous tenons. Au lieu de commencer à tout le temps y aller de commentaires subjectifs, jugement de goût, appréciatif, dépréciatif, d'y aller de jugement de valeur, de normatif. Il serait peut-être bien, et là c'est un jugement de valeur bien sûr, il serait peut-être intéressant pour être en mesure de mieux comprendre ce qui nous arrive ou ce qui arrive, de tenter de décrire le phénomène. Pour après, par la suite, peut-être tenter une analyse, une forme aussi d'évaluation. Je me rappelle, ça me rappelle le point de vue d'Arnaud Desjardins. Hein. Admettons que vous vous coupez à un doigt. Certes, vous allez commencer par ressentir peut-être la chaleur du sang, la coupure elle-même, observer une profondeur, voir que le sang coule, etc., que ça fait mal.
Oui, certes, il y a des aspects subjectifs, mais pour observer la coupure. Et vous demandez, ben, qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais après m'être coupé? Hein? Mais avant d'arriver à cette position-là, observons ce qui nous arrive. Arnaud nous dit, apprenons à être témoins, à tenter de décrire ce qui nous arrive, même s'il y a une part aussi de subjectivité, parce que on est concerné par cette blessure-là, et ce n'est pas tous et toutes qui allons souffrir de la même manière, que la même sensibilité. Mais on peut commencer par décrire, à la fois aussi ce que l'on ressent, ce qui nous arrive, et après de se demander, bon, y a-t-il quelque chose à faire? Puis-je faire quelque chose pour résoudre ce problème? Mais souvent, on saute aux conclusions, on interprète très rapidement ce qui arrive sans mettre de l'ordre dans nos idées ou dans les phénomènes que nous observons, que nous vivons. C'est peut-être une étape qui pourrait nous aider à mieux comprendre la situation. Ça me rappelle bien sûr la fameuse position de Spinoza, ne pas haïr, ne pas médire, ne pas maudire, mais tenter de comprendre ce qui nous arrive. Hein? Certes, cela ne nous empêche pas de condamner certaines actions, de les juger comme étant mauvaises, inacceptables, insoutenables. On se rappellera de, je pense, Robert Spielman dans un texte sur l'éthique disant que oui, il y avait des comportements quasi universalisables, hein, des attitudes pratiquées par certains individus qui sont décriées dans l'ensemble des sociétés, comme faire du mal aux enfants, par exemple, qui est dans la plupart en général des sociétés inacceptables. Donc, Spielman voyait à travers ça un exemple d'aspect universel à l'éthique, à la morale, et aussi le fait de venir sauver, peut-être même, rappelons ça, un enfant qui est en train de se noyer. Hein? Donc, dans la plupart des cultures, ce comportement d'aller sauver un jeune enfant en train d'avoir de la difficulté à nager est, pour Spielman, deux exemples qu'il y a un comportement moral universalisable, même s'il y a bien sûr des exceptions qui viennent confirmer la règle. Voilà. Alors, Hélène nous dit, c'est un fait que Mathieu porte une chemise bleue avec des bateaux à voile, oui, des représentations de bateaux à voile. Daniel nous dit que le soleil s'est levé le matin. Et c'est ça la question. Le soleil ne s'est pas levé. Hein, si on le voit au niveau physique, c'est une métaphore. Mais oui, il nous dit que ceux qui habitaient en hauteur l'ont vu plus rapidement que ceux qui habitaient près du sol, absolument. Mais posons-nous la question à savoir si, ça c'est un des problèmes de David Hume, hein, qui disait, est-ce qu'on peut dire que le soleil se lèvera nécessairement demain? Et sa réponse à Hume, c'est qu'on ne pouvait pas dire que le soleil se lèverait nécessairement demain. Qu'il se lèverait bien sûr fort probablement demain. Mais vu que c'est une expérience empirique auquel on assiste, on ne peut pas dire avec certitude que c'est une proposition qu'on pourrait appeler apodictique ou nécessairement vraie, comme d'un point de vue logique ou géométrique. OK? Donc ça, c'est intéressant, c'est une petite parenthèse. Salutations à Nicole qui vient d'arriver, on est maintenant 11. On a eu des intrus, j'ai banni certains intrus là, qui s'amusent à nous proposer leur gourou hein, dans le clavardage. On n'a pas besoin de ça. Donc, fait et interprétation. On est vraiment dans un monde en ce moment où
il y a une très grande part. On est presque dans un monde, disons, pour certains, une certaine proposition ou vision du monde qui est de l'ordre du fantasmatique, hein, de l'imagination poussée à outrance. Et certains même se soutiennent que serait construction. Serait peut-être on serait en train d'adopter certaines visions du monde basées sur un propos dit intersubjectif. Donc, certains soutiennent des visions du monde, comment dire, basées strictement sur un point de vue constructiviste. Et Nietzsche est allé un peu loin aussi en disant que est-ce qu'il était provocateur en disant il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Est-ce qu'il n'ouvrait pas la porte au relativisme? Et peut-être que Nietzsche avait vraiment une pensée plus subtile quand même. Hein, si on déclare que tout est interprétation, c'est comme laisser la porte ouverte à l'effondrement de critères généraux ou du monde factuel. Hein? Par exemple, prenons un exemple. L'exemple de la lévitation. Hein? Certains affirment avoir déjà lévité. Comment peut-on vérifier cette proposition? D'un point de vue, par exemple, scientifique. Cette proposition-là, par exemple, je la donne souvent à mes élèves en disant est-ce que quelqu'un qui affirme qu'il peut léviter en méditant affirme une proposition, un jugement qui est susceptible d'être évalué scientifiquement? La réponse est oui. Parce que cette pratique-là, même si moi, je n'ai pas observé de gens qui lévitaient en méditant, mais c'est une proposition, nous dira Karl Popper, proposition qui est falsifiable. On est capable de démontrer la fausseté de cette affirmation, de cette hypothèse. Hein? Méditer, bon, allons-y avec une question. Allons-y avec une question d'abord pour y voir avec les deux types d'affirmations. Est-il possible en méditant de léviter? Bon. On pourrait avoir une proposition qui serait la suivante. Oui, il est possible de léviter en méditant et non, il n'est pas possible de léviter en méditant. Pour s'assurer que la proposition est dite scientifique, on doit être capable de la falsifier, de montrer sa fausseté. Alors, on met des méditants, une dizaine, qui prétendent pouvoir léviter. On les assoit sur des plaques de métal avec des senseurs ou avec même des balances. Hein? On va les faire méditer 1 heure, etc. et voir s'ils sont capables de décoller à travers la pratique de la méditation de la plaque. On va y aller avec des instruments de mesure pour s'assurer si ça fonctionne ou pas. Si personne décolle de la plaque en pratiquant la méditation, étant donné qu'on est capable de montrer que ça ne fonctionne pas, cette proposition-là, elle est acceptable au niveau scientifique, contrairement à Dieu a créé le monde en 7 jours. Ça, on ne peut pas falsifier ça. C'est de l'ordre de la croyance, d'une proposition non falsifiable. Mais la lévitation, les méditants qui pourraient léviter ou pas, ça, on peut le vérifier. Donc, en ce moment, au niveau de la culture, on est souvent dans des visions du monde qui déclarent la réalité
que je perçois ou les phénomènes que je perçois sont basés sur mon point de vue subjectif, mon interprétation des phénomènes, et le monde ne serait que ma représentation, basée sur un point de vue, sur une vision du monde, de certains phénomènes éprouvés. Mais, du point de vue factuel, la science va s'assurer d'y aller avec des instruments de mesure, puis de s'assurer que les propositions énoncées sont falsifiables et procèdent par méthode, qui peut varier. Mon point ce soir, c'est de se questionner à savoir, est-ce que nous n'avons pas oublié d'abord la pratique d'observation, d'apprendre à observer, à écouter, tenter de comprendre ce qui nous arrive en pratiquant une certaine objectivité. Même à travers la description des émotions que nous vivons, nous sommes capables, et Spinoza en est la preuve, car dans son livre 3 de l'éthique, il a tenté de définir les affects à partir des causes de certains affects, comme il définit l'amour, la joie, l'arrogance, la jalousie, etc. On peut aussi nous-mêmes énoncer de manière objective, je me sens en colère, je me sens déprimé, je sens que je manque d'énergie. On observe, certes, ça nous concerne, mais on est capable aussi de nommer ce qui nous arrive. Mais certes, si le médecin prend notre température, vérifie notre pression, vérifie si nous avons une infection, etc., mais ça sera basé sur certains critères objectifs propres, justement, à l'affection elle-même, au taux de température, etc. Donc, mon propos ce soir, c'est mon message est le suivant. Pourquoi ne pas, avant de conclure rapidement sur certains phénomènes qui nous arrivent, souvent, ça nous arrive souvent dans des problématiques de relations, tentons de comprendre, de décrire, de mieux comprendre le point de vue de l'autre aussi, mais de savoir, de nous demander ce qui nous arrive aussi et ce qui est important pour nous. Et là, on tombe après dans ce qu'on va appeler l'interprétation. Je reviens à mon exemple d'Arnaud Desjardins lorsqu'il nous dit « Pratiquons l'observation ». Par exemple, si on se coupe, il y a quelqu'un qui dribble avec un ballon dehors, admettons que nous nous coupons, constatons notre blessure, etc., nettoyons notre plaie, observons-la, faisons en sorte de bien observer et après demandons-nous que pouvons-nous faire avec ce qui nous arrive. Allons-y d'un autre exemple. OK? Bon, j'ai un ami qui fréquentait une fille qui n'était pas sûre de ses sentiments envers mon ami. Mon ami était dans l'attente, etc. Elle le convoque à un souper au mois de juin, le 29 juin. Elle le convoque, elle l'invite à souper avec lui et aller au Mont-Saint-Sauveur. OK? Mon ami, veut voir cette fille, se rappelle que le 29 juin de l'année précédente, il avait soupé avec elle et c'était là qu'une certaine idylle avait commencé. Mais depuis ce temps, la jeune fille n'est pas sûre de ses sentiments. Lui, il espère, etc. Et là, elle lui dit, hey, on va se revoir. Elle dit, t'es sûr que tu vas aller au même restaurant? Il dit oui. Elle dit oui, etc. Donc, lui annule tous ses projets pour la rencontrer. Donc là, je dis, c'est intéressant, tu vas pouvoir aller voir ce qu'elle a à te dire. Ce 29 juin, date, lieu et même date où ils avaient entamé une idylle. Et là,
Elle annule le 28. Et là, mon ami est troublé, etc., bouleversé, lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle lui dit, ben pense ce que tu veux. Là, quand on tombe à ce niveau-là, on est dans le domaine de l'éthique. On va décrire, là, je vous décris des phénomènes, je vous décris ce qui s'est passé. C'est important de décrire d'abord pour comprendre que oui, c'était cette femme-là qui avait dit à mon ami, « Je veux souper avec toi. Réserve ton 29. » Et mon ami lui a fait de la place parce qu'il avait le goût d'être avec elle, parce qu'il avait envie d'entendre ce qu'elle avait à lui dire. Je dis là, tu vas avoir une réponse. Finalement, il n'a pas pu vivre ce souper. Elle l'a annulé. Elle lui a même dit, pense-en ce que tu veux de cette annulation-là. Et c'est là qu'on tombe dans le domaine de l'éthique, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais certes, si on est partisan de l'école de Palo Alto, on se dit, à l'instar de Paul Watzlawick, on se dit, si on est Paul Watzlawick, on se dit que tout est communication et que le geste qu'elle a accompli est à décoder. Et il y a un message là-dedans. Et là, c'est à nous de nous demander, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on ferait comment on se positionnerait? Là, on tombe dans l'ordre de l'éthique. Mais il est bien d'abord de tenter de décrire ce qui s'est passé le plus précisément, clairement possible, et aussi de se rappeler qu'est-ce que c'était pour nous, cette rencontre du 29. Et là, on voit que quelqu'un brise son invitation la veille du souper qu'elle avait demandé. Elle avait demandé de rencontrer mon ami pour un souper et lui s'attendait à un message. Mais il y a quand même un message. Le message, c'est que j'annule le souper. Mais pourquoi tu fais ça, dit mon ami. Elle ne veut pas lui répondre. Elle lui dit, pense-en ce que tu en veux. Tes interprétations, j'en ai rien à foutre. Et là, la balle est dans le camp de mon ami. Que veut-il faire? C'est à lui de se positionner au niveau éthique. Est-ce que c'est acceptable comme comportement? Mais non, Hélène. Elle n'avait pas de raison valable parce qu'elle a dit, plutôt que de souper avec toi, je vais souper avec ma mère. Et si tu veux venir nous rejoindre, tu peux. Et si tu n'es pas d'accord avec tout ça, pense-en ce que tu en veux. Là, bon, mon ami est pris dans cette situation et il doit interpréter à savoir si c'est convenable pour lui. Il peut même poser les questions, mais si elle ne veut pas répondre, si elle ne veut pas lui donner de réponse, si elle-même voulait, elle voulait le rencontrer pour lui, mon ami, s'attendait à un certain message. Nous deux, c'est fini, oublie ça, etc. Ou oui, j'ai envie de poursuivre avec toi, etc. Il n'a pas eu sa réponse. Daniel nous dit, une personne qui veut vraiment te voir n'annule pas un rendez-vous. Passons à un autre appel. Donc, c'est là que l'éthique, le domaine de l'éthique arrive. On tente de décrire les phénomènes, de bien comprendre la situation, mais là, on tombe dans le domaine de l'éthique. Mais on ne nie pas quand même le domaine des faits. Dans notre vie, on n'est pas là pour toujours réinterpréter les faits, toujours en notre faveur, etc. Il y a quand même un monde de critères objectifs. Mais quelquefois, ils ne nous intéressent pas. Alors, c'était ma petite réflexion de ce soir. Certes, il est important d'apprendre à décrire, ça nous développe un côté objectif, ça développe la clarté, la précision, etc. Micheline nous dit, oui, chacun a des attentes, et c'est là le propre de l'humain. Chacun, les humains viennent avec leur vision du monde,
leurs attentes, pardon, leur vécu. Et, mais, rappelons-nous de l'école de Palo Alto, tout est communication. Vous appelez un ami 3 fois, il ne vous répond pas. Moi, ça m'est arrivé. 6 messages textes que j'ai envoyés. Aucune réponse en 9 mois. Mais l'ami revient lorsque sa copine n'est plus là. Mais lorsque sa copine est là, on ne cultive pas l'amitié ici. Donc, l'ami est-il un ami, réapparaît lorsqu'il est en carence, amoureuse, etc. C'est ce que je peux conclure. Mais est-ce que je sais pourquoi il fonctionne comme ça? On peut approfondir ça en tentant de comprendre ce qui se trame derrière sa vision du monde, ses valeurs, ses attentes, etc. C'est un travail de compréhension. Je salue mon ami Pierrick qui me dit « Soyons assez curieux pour poser les questions et d'aller plus loin en posant nos questions si on veut des réponses, si on veut mieux comprendre la vision de l'autre. On peut pousser notre curiosité pour mieux comprendre. Mais certes, quelquefois, les visions du monde sont incompatibles. Et comme disait le sociologue Max Weber, hein, nous sommes pris dans une espèce de combat, de guerre, dans ce polythéisme des valeurs qui s'affrontent, des visions du monde. Et c'est très difficile quelquefois de s'entendre. Mais ça en vaut peut-être la peine. Si on désire, bien sûr, attribuer une certaine importance à la quête de la compréhension, de la vérité, de la communication, etc. Mais, quelquefois, il faut faire un choix éthique et se positionner, bien sûr, en accord avec notre art de vivre, nos valeurs, notre vision du monde. Voilà. Alors, sur ça, les amis, c'était ma petite réflexion qui s'est quand même étirée assez longuement ce soir. Merci d'avoir été présent. On va se revoir cette semaine quand il pleuvra. Donc, je vais annoncer, bien sûr, ça se peut que ce soit mardi ou jeudi. On est dimanche. Merci d'avoir été présente. Salutations aux gens qui écoutent en différé. Si vous voulez vivre une expérience d'intensité philosophique en direct, interactive, 21 juillet, Espace Ayurveda, allez dans la section événements ou sur mon site Mathieu Martel Philosophe, sur Facebook, désolé, ou mathieumartel.com, etc. Et allez vous inscrire ou venez nous voir le 21 juillet à 19h, arrivé à 18h30, on va jaser à Espace Ayurveda Montréal, métro Laurier. Merci tout le monde, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Et on se revoit cette semaine quand il pleuvra. Je ferai une petite annonce et je vais bien sûr informer mes habitués par Messenger qu'il y aura un petit Facebook Live, 19h, heure de prédilection. Journée de pluie, journée de grisaille, peut-être mardi, peut-être jeudi, mais ça sera avant jeudi, bien sûr. Merci d'avoir été présent. Merci à Hélène, merci à Daniel, Mylène, Linda, Cathy et compagnie. Merci à Micheline. Merci à Isabelle. Merci à ceux qui écoutent en différé, en reprise, dans la section vidéo. Et si vous voulez approfondir un peu dans le même ordre d'idée, allez voir ma conférence Facebook Live sur les jugements. J'en ai fait peut-être 2-3 où je suis plus systématique. Allez écouter ça dans la section vidéo, conférence sur qu'est-ce que juger, quels sont les types de jugements. Ce soir, c'était une petite réflexion informelle. Merci tout le monde, prenez soin de vous. On se revoit cette semaine. Merci pour la belle rencontre. Au plaisir de vous voir en présence. Bye bye.